en même temps que d'habitude. Ils montent de Marseille, là, ils sont partis. C'est ça. Je les ai eu ce matin, j'ai eu les cheveux attachés ce matin. Ils sont partis vers 5 heures. Bonsoir à tous. On va commencer la séance et attendre par la suite les retardataires qui sont retenus par différents blocages, ou en tout cas par différents, embouteillages escargots, on va dire. Du coup, on va nommer comme secrétaire de séance, si vous nous y autorisez, Florent Alfornel. Est-ce que quelqu'un est contre? Merci beaucoup. Non, non, Stéphane, tu n'es pas le plus jeune. Moi, j'ai des lignes combien pour ça? Béatrice Bonfillon-Chiavassa. Présente. Daniel Bouillon. Présent. Sonia Bourrelli-Marcelli. Elle est en retard, elle arrive, mais pour l'instant, la procuration est à Marie-Dominique Bagous. Johan Michelosi. Présent. Marielle Veuillet. Elle est en retard, elle a une procuration à Guillaume Volant, qui lui-même va arriver. Éric Desailles. Présent. Roland Andraus. Présente. Dominique Chêne. Présent. Marie-Dominique Bagous. Présente. Guillaume Volant. Présente. Il arrive. Claire Parère. Sandra Vesperini. Absente. Rodolphe Lemaire. Présent. Fatma Toel-Clement. Elle est là. Florent Alfornel présent. Nicole Ferréoux. Procuration à France-le-Fort. Stéphane Tardif. Présent. Joël Albanese. Procuration à Eric Desailles. Nathalie Aubrieux. Procuration à Solange Aruta. Guillaume Cordova. Il est en retard, il arrive, mais arrive. pour l'instant, pardon, excuse-moi Guillaume. Il est là. France Lefort. Présente. Christophe Casa. Présent. Solange Aruta. Présente. Louis Fouan. Procuration à Daniel Guérand. Anne Filippetti. Procuration à Béatrice Bonfillon-Chiavassa. Olivier Pinxon-Ducel. Présent. Martine Liobé. Présente. Christophe Neuville. Présent. Dominique Flao. Présente. Bernard Targobla. Présent. Frédéric Seulenon. Présent. Annie Dier. Présente. Denis Paris. Procuration à Dominique Flao. Merci beaucoup. Donc nous allons commencer notre conseil municipal, étant donné que le quorum est atteint, par l'éternel et le traditionnel. La traditionnelle approbation du procès verbal du conseil municipal du 29 janvier 2024. Y a-t-il des oppositions à cette approbation? Merci pour les modifications que vous avez apportées, on est d'accord. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, donc, nous passons aux informations du conseil municipal avec la numéro 2024-1, avec une signature de l'avenant numéro 1 au contrat de location à usage de garage au Tube avec Madame Larocque, ayant pour objet le changement de son adresse postale. Tous les articles du contrat initial de location restent inchangés. Numéro 2024-2. Désignation de la société EP Prestige Construction pour les travaux, gros œuvres, maçonnerie, plomberie et électricité de réhabilitation d'une partie du premier étage de la mairie pour l'accessibilité PMR pour un montant de 37 854 € hors taxe, 30 centimes, pardon, hors taxe. Numéro 2024-3, désignation de l'entreprise Méridional Ascenseur pour la fourniture et la pose d'un élévateur pour l'accessibilité PMR de la mairie pour un montant de 36 800 € hors taxe. 2024-4, signature d'une convention avec l'association La Châtrière pour la capture, la stérilisation et l'identification des chats errants non identifiés vivant en groupe dans les lieux publics de la commune. Numéro 2024-5, encaissement de la somme de 1 500 € versée par la SCA Château-Larc au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative, résultant du jugement du tribunal administratif de Marseille, rendu le 15 janvier 2024 suite au contentieux opposant à la commune de Fuveau. Numéro 2024-6 à numéro 2024-9, signature des avenants aux conventions avec les associations et auto-entrepreneurs suivants. Donc vous avez les deux tableaux.
Numéro 2024-10, signature d'un contrat de location à usage habitation, rebondé, au premier étage, avec Madame Morgane Gallo, pour une durée de 6 ans, à compter du 1er février 2024, moyennant un loyer mensuel de 400 €, auquel s'ajoutent les charges, au forfait annuel de 240 € répartis sur 12 mois, taxe d'ordures ménagères une fois par an, à réception par le propriétaire de la taxe d'ordures ménagères. La numéro 2024-11, encaissement de la somme de 750 € versée par Alliance Mutuelle Insurance au titre d'indemnisation suite à la dégradation par un véhicule d'un candélabre, lotissement La Roucaule, survenu le 5 août 2022. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui, bonsoir. Bonsoir. Une question concernant la 2024-5, pour savoir si la SIA Châtelard qui avait fait appel du jugement, c'est le 15 janvier. Je n'en ai pas connaissance actuellement. Pas d'autres questions? Vous ne vous félicitez pas du jugement? Non, comme vous, à chaque fois que vous posez des questions dessus, je pensais que vous alliez vous... Bien sûr que si, autant que vous, je pense. Absolument, mais c'est agréable quand on l'entend. Mais nous serons définitivement rassurés lorsque effectivement, l'ensemble des recours éventuels auront été épuisés ou s'il n'y a pas de recours. De cette question, effectivement. Absolument, mais une première instance, c'est déjà bien. Mais c'était Voilà. une question sans arrière-pensée. Moi, j'imagine bien. Je ne me permettrai pas devant vous. Pas d'autres questions sur les décisions? Alors, on passe aux délibérations. Avec une information du conseil municipal pour commencer avec le rapport d'activité annuel de la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L5218-1 du Code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2022. Alors, en substance et en résumé, vous savez que la métropole Aix-Marseille-Provence a été créée au 1er janvier 2016 et elle regroupe l'ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille-Provence ainsi que des 5 autres ex-conseils de territoire, soit 92 communes des Bouches-du-Rhône. Et en conséquence, on vous demande, puisque c'est une obligation légale, de prendre acte du rapport d'activité annuel qui a été annexé et qui vous a été envoyé, retraçant l'activité de la métropole en application des différents articles du Code général des collectivités territoriales. Oui, Martine, il faut que tu cliques. Ouais, c'est bon. Oui, on se posait la question de quel est le bilan pour FUVO, comment en fait la commune se positionne par rapport à cette métropole, est-ce qu'on en a retiré de positif, de négatif, est-ce qu'il y a on peut faire un premier bilan sur les relations avec la métropole? Les relations de manière générale, ça se passe très bien. Après, c'est une métropole qui est jeune, qu'il nous faut accompagner et qui ne mérite qu'une seule chose, c'est de grandir. Et nous essayons, avec nos différentes volontés et compétences, de l'aider à grandir pour que ça devienne un beau bébé qui puisse aider l'ensemble de ces communes membres. Voilà. Mais il y a quand même des points positifs, parce que c'est vrai que quand on l'a vu arriver, c'était plutôt négatif l'approche de la métropole. Et c'est vrai que on se posait la question de savoir si maintenant on arrivait à avoir un peu des points positifs sur la collaboration au sein de cette métropole, est-ce que la ville de FUVO arrive à avoir des... je sais pas, comment dire, sa place dans ce truc-là, et puis arrive à en retirer des bénéfices. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Alors, la première chose, c'est que, bien évidemment, que ce n'était pas une très bonne nouvelle pour l'ensemble des communes. De voir arriver une métropole, pour reprendre les mots de Madame Joissin à l'époque, qui appelait ça une monstropole, et qui finalement n'était pas si éloignée que ça de la réalité, puisque bien évidemment, la métropole c'est 92 communes,
Et avec une ville-centre, c'est la seule métropole dont on ne fait pas le tour. C'est très, très compliqué, avec des enjeux qui sont totalement différents entre les territoires. Donc oui, on était contre. Non, on ne continue pas à être contre parce que la loi, c'est la loi. Donc on est dedans, on y va et on essaye, parce que c'est notre responsabilité d'élu, que de la faire grandir. Vous dire qu'on en retire beaucoup de bénéfices aujourd'hui, ce serait vous mentir. Par contre, effectivement, les relations humaines avec les personnes qui composent la métropole sont très bonnes parce que tout le monde a envie que ça marche. Par contre, ben, c'est un énorme bateau. Et quand le bateau tousse, c'est l'ensemble de l'équipage qui s'enrhume. Et donc là, effectivement, pour le moment, on n'en a pas retiré des bénéfices exceptionnels. C'est très long, beaucoup plus long que quand on était en territoire. Et les décisions sont très longues. Je vous prends l'exemple des bornes électriques qui, avec les différents marchés, etc., ben, nous reculent encore un peu plus d'un an pour des installations de bornes électriques, alors même qu'on sait tous très bien qu'il est indispensable qu'on ait des bornes électriques à disposition de nos concitoyens, puisqu'on les a tous incités à acheter des voitures électriques. Donc voilà les difficultés que peut représenter une métropole. Vous dire aujourd'hui qu'on en est content, non, j'en retire pas aujourd'hui une immense satisfaction. Par contre, vous dire qu'on est tous là pour essayer que ça marche, ça c'est sûr. Voilà. Peut-être un complément, effectivement, le document est extrêmement dense, hein, donc c'est le rapport de 2022. Oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit sommaire, parce que ça nous aiderait à la lecture à gagner du temps, parce que là, pour le coup, c'est... On leur dira. C'est un tout petit peu fastidieux, mais Ouais, c'est une aide à la lecture qui peut être précieuse. C'est vrai. Mais je on s'y prend plusieurs fois, si on veut en faire un livre de chevet. Ce qui manque peut-être, c'est un bilan financier, en fait, d'avoir quelques éléments sur l'état des finances métropolitaines, au regard des recettes, des investissements, du taux d'endettement, etc., pour pouvoir comparer effectivement par rapport à d'autres métropoles. Il y a des projets qui sont extrêmement ambitieux, mais qui étaient nécessaires sur le territoire, je pense en matière de transport notamment. Nettement. Mais du coup, pour savoir effectivement si cette métropole est viable aujourd'hui financièrement, il nous faudrait quelques éléments. Donc voilà, c'est l'occasion d'un prochain conseil municipal. Si vous pouvez avoir, on peut vous présenter le budget, oui, c'est des budgets qu'on a votés en décembre 2023, donc il n'y a pas de souci pour vous présenter le budget de la métropole si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci là-dessus. Très très volontiers, merci. Et puis juste une petite appréciation, mais effectivement je pense que la métropole sera gagnante quand l'ensemble métropolitain sera gagnant, effectivement, et c'est la somme des victoires individuelles qui fera la victoire collective, je pense. Oui. Sûrement, en tout cas on l'espère tous pour l'ensemble de nos concitoyens des Bouches-du-Rhône. C'est le but que nous recherchons tous. L'histoire nous le dira. Donc si vous êtes d'accord, on prend acte simplement de ce rapport d'activité. Et on passe donc à l'autre délibération qui fait partie de l'affaire générale avec l'avis du conseil municipal que nous souhaitons vous soumettre avec le renouvellement de l'exploitation et l'extension de la carrière La Malespine à Gardanne avec la société Durance Granula. Daniel, s'il te plaît. Voilà, donc la société Durance Granula a sollicité le préfet pour l'extension de son exploitation, qui est une exploitation au titre des sites classés. Donc cette demande porte sur une autorisation de défrichement, une autorisation dérogatoire sur les espèces et habitats protégés. Et une étude d'impact a fait l'objet de l'avis de l'autorité environnementale en date du 18 août 2022. Donc, monsieur le préfet sollicite les communes qui sont dans le périmètre de cette exploitation, donc Gardanne, Fuveau, Méreuil, Béasque et Minet. Donc, la commune de Fuveau propose à l'Assemblée délibérante d'émettre un avis favorable
sur la poursuite et la demande d'extension, d'autorisation d'extension et de renouvellement d'exploitation de la carrière Malespine, sous réserve que les recommandations de la mission régionale d'autorité environnementale, la MRAE, en date du 18 août 2022, soient respectées. Oui, monsieur Pinson-Ducel. Merci pour ces informations. La délibération, elle a changé par rapport à celle qui nous avait été envoyée en début de semaine, ou la semaine dernière. Initialement, on nous demandait d'émettre un avis, et maintenant, on nous demande d'émettre un avis favorable, sous réserve que les recommandations de la mission régionale environnementale soient respectées, et ça correspond, enfin, dont acte, et ça correspond à nos questionnements, en fait. J'ai sous les yeux l'audit qui a été fait, et il y a une synthèse toute simple qui est assez claire. Le secteur se situe dans le domaine vital de l'Aigle de Bonelli sans que les impacts éventuels du projet sur cet enjeu fort ne soient évalués. Plus loin, le site révèle néanmoins des enjeux forts concernant la flore, les oiseaux, les chiroptères et les reptiles. Or, aucune mesure d'évitement n'est proposée. Encore plus loin, le projet paysager de remise en état du site après exploitation est minimaliste. Et enfin, le dossier ne propose pas d'objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc la MRAE, l'autorité environnementale, elle met beaucoup de conditions. Alors c'est un avis qui est uniquement consultatif, elle n'a pas pouvoir décisionnaire, donc c'est un avis consultatif. Elle émet beaucoup de conditionnalités. Et on n'a aucune garantie, évidemment, puisque c'est uniquement consultatif, on n'a aucune garantie que durant ce granulat ne va suivre toutes ces recommandations. Donc en l'état, alors on va soit s'abstenir, soit voter contre, suivant les personnes, mais on ne peut pas, signer un blanc-seing à durant ce granulat, étant donné les résultats de l'audit environnemental. Donc c'est bien la raison pour laquelle on a conditionné cet avis favorable à la réalisation de ces recommandations qui sont effectivement nombreuses. Et voilà, après le commissaire enquêteur en fera sa synthèse, et puis voilà. Mais nous, on ne peut pas non plus stopper une exploitation qui va dans le besoin de la région, hein, puisque au niveau construction et au niveau tout ce qui est BTP, elle est quand même utile. Elle est utile aussi dans le recyclage des déchets, à terme bien sûr. Donc il est bien évident qu'il y a deux poids deux mesures. C'est pour cette raison qu'il est proposé de donner un avis favorable, mais à condition que Durance Agrega s'engage à respecter ces recommandations environnementales. L'audit date de 2022, donc ça fait 18 mois ou 2 ans qu'ils auraient pu donner des gages. À notre connaissance, ils n'en ont pas donné et ça les engage à rien, cet audit ne les engage à rien et on aimerait voir des preuves de leur engagement. On est d'accord avec vous que probablement que le BTP, le génie civil, a besoin de la carrière. Maintenant, ça ne peut pas se faire non plus au détriment de l'environnement, ça ne peut pas être une variable d'ajustement de l'économie. Nous sommes d'accord. Et on voudrait des preuves. Écoutez, il y a une enquête publique qui est ouverte et pour le coup, c'est important que vous alliez apporter vos observations au niveau de cette enquête publique et pour que le commissaire enquêteur ait toute connaissance de votre avis. Qui est important bien évidemment, et nous porterons nous aussi à la connaissance du commissaire enquêteur les nôtres. Donc voilà, mais évidemment, nous on donne un avis favorable pour continuer, parce que l'environnement est extrêmement important et on y fait extrêmement attention. Et l'économie et le monde économique doit continuer aussi. Et il faut qu'il y ait un équilibre dans tout. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous vous demandons un avis favorable. Et que nous émettrons un avis favorable avec évidemment les réserves qui sont effectuées au niveau environnemental.
n'y a plus d'autres questions, nous allons voter. Effectivement, il faut le voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passe à la délibération 3.1 concernant les finances pour le vote des taux d'imposition des taxes pour l'année 2024. Eric, s'il te plaît. Bonsoir. Donc cette délibération concerne les taux des taux de taxes d'habitation, de taxes foncières bâties, de taxes foncières non bâties, de taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Cette année, il a été décidé, comme les années sur les taxes foncières bâties et non bâties, de ne pas augmenter les taux communaux et de garder les taux de taxes d'habitation sur les résidences secondaires que nous avions mis en place l'an passé. Donc, pour rappel, la taxe foncière bâtie le taux communal par communal est à 21,02%, pour un plus 15,05 du conseil départemental du CG13, ce qui fait un total de 36,07. La taxe foncière non bâtie de 37% et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 31,20%. Est-ce que vous avez des questions? C'est vraiment une question sur un point autour duquel on échangeait entre nous sans avoir de réponse. Parce qu'effectivement, on avait voté cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il y a quelquefois question de taxation sur des logements vacants. Que dit le droit en la matière? Parce qu'un logement vacant, s'il est vacant, il est quelque part, il devient résidence secondaire, donc il est redevable à la taxe d'habitation, non? Alors comment est-ce qu'on différencie un logement vacant d'un logement d'une résidence secondaire La déclaration. S'il y a effectivement une déclaration, comment est-ce qu'on peut taxer des logements vacants? On n'a pas une... il nous est difficile de... Aujourd'hui, elle existe la taxe. Voilà. Aujourd'hui, les logements vacants à FUVO sont taxés. Et la taxe est récupérée par l'État aujourd'hui. Voilà. Après, pour vous en donner la définition exacte, je ne veux pas m'avancer, je vais vous dire peut-être des choses incomplètes ou imprécises, mais je vais la redemander aux services fiscaux pour vous la faire passer. La différence entre résidence secondaire et... le taux n'est pas le même, d'ailleurs, le taux est inférieur à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et va directement au service de l'État. Oui. 15%, je crois. C'est autour de 15%. Voilà. Mais je vais lui demander aussi. Je crois que c'est autour de 15% de souvenir. Bon, éventuellement, oui, on veut bien. Oui, on vous le fera passer. Merci. Si vous en êtes d'accord, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe donc à l'adoption du budget primitif pour les caveaux du cimetière pour l'exercice 2024, s'il te plaît. Alors, pour le budget primitif des caveaux cimetières pour l'exercice 2024, en section d'exploitation, en recettes et en dépenses, il y a 40 020 €. En investissement, il y a 20 010 €, ce qui fait un total pour l'année 2024 de 60 030 € en dépenses et 60 030 € en recettes. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter le budget primitif caveau cimetière pour l'exercice 2024 par chapitre en exploitation et par chapitre en opération, par chapitre et opération en section d'investissement, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Est-ce que vous avez des questions? Pas de question. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe à 3.3, Eric, l'adoption du budget primitif de la commune. Je vais commencer par une autre présentation. Donc pour l'année 2024, le budget primitif de la commune s'élève à 17 553 001 €, ce qui fait une augmentation de 786 356 par rapport à 2023. Une section d'investissement de 12 375 971 € et en section d'investissement 5 177 030 €.
Voilà, vous avez les différences par rapport à 2023 qui sont une augmentation de 810 000 sur la partie de fonctionnement et de moins 24 055 € sur la section d'investissement. C'est l'ensemble, c'est ça. Donc ça, c'est le détail, c'est ce dont je viens de vous parler, avec les évolutions au cours des 3 dernières années. Par rapport à la session de fonctionnement, sur les 12 375 971 € il y a les dépenses réelles sont de ce montant-là, donc 12 375 971 €, ce qui est une augmentation de 7% par rapport à 2023. Et les dépenses réelles de fonctionnement sont de 10 876 324 €, ce qui fait une augmentation de 5,48% par rapport à 2023. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est plutôt dans une meilleure tendance où les recettes augmentent plus que n'augmentent les dépenses. Le détail des recettes et dépenses de fonctionnement. Donc voilà, à la limite, je vais vous parler des slides suivantes et je reviendrai là-dessus. Donc c'est ce que je vous avais déjà expliqué lors du ROB. Une augmentation des recettes fiscales grâce à l'augmentation des bases locatives votées par le gouvernement en 2023 puis 2024. Ce chapitre, il y a aussi la dotation de solidarité qui augmente, qui passe de 90 000 € à 165 000 €. Une augmentation de la tarification des services publics grâce notamment à la hausse de la fréquentation de ces différents services. Par exemple, on est passé de 833 repas par jour en moyenne contre 750 l'année précédente. Et ensuite, dans les autres produits, il y a aussi une augmentation des recettes grâce à des nouvelles locations comme la base Vitalis et prochainement l'ancien bâtiment de la Caisse d'épargne. En dépenses de fonctionnement, une grosse partie de l'augmentation est liée aux charges de personnel, avec l'augmentation des points d'indice et l'augmentation du SMIC, l'enveloppe pour la prime pouvoir d'achat et ensuite des créations de postes. Les charges de gestion, ça c'est lié à la facture énergétique, aussi des dépenses par rapport à l'école provisoire de la Barque, dont nous louerons les bâtiments provisoires, et des nouvelles taxes, notamment sur les ordures ménagères qui nous viennent de la métropole. Et ensuite aussi une provision pour les contrats d'assurance qui sont à la hausse. Donc si je reviens sur... Donc on voit que la masse salariale en termes de dépenses, ça reste de l'ordre de 65% des dépenses réelles. Ensuite les charges générales qui sont de l'ordre de 25%. En recettes, 70% des recettes sont viennent des impôts et des taxes, et ensuite un peu moins de 20% viennent des dotations et des participations. Sur la section de fonctionnement, d'investissement, excusez-moi, section d'investissement cette fois, les recettes réelles sont de 3 677 383, soit une augmentation de 6,80% par rapport à 2023. Une réduction, excusez-moi, une réduction. Et les dépenses réelles de fonctionnement avec une réduction de 0,46% par rapport à 2023. Pareil, je vais vous parler. Les recettes d'investissement sont estimées à 5,2 millions, sont composées de l'autofinancement prévisionnel à 1,1 million, des ressources au fonds propres à hauteur de 0,7 millions et de subventions qui ont été notifiées à hauteur de 300 000 €. Et ensuite un emprunt de 2,7 millions.
En termes de dépenses d'investissement, prévisionnel à 5,2 millions, il y a 4,55 millions de dépenses d'équipement et ensuite un remboursement de la dette de l'ordre de 626 000 euros. Donc c'est ce que ce tableau résume. Bon, je vais vite. Voilà. Les principales opérations, donc ça, je vous en avais déjà parlé lors du ROB. Pour le patrimoine, nous avons prévu 330 000 euros. Donc, il s'agit de la restauration de la chapelle et de l'aménagement du site de la chapelle Saint-Michel, des investissements sur l'église Saint-Michel et sur la continuité de l'aménagement du lavoir. 241 000 euros pour les équipements sportifs, notamment les terrains de tennis du site Saint-Michel, une aire de jeu à Louvière, en plus de divers aménagements. En termes d'acquisition foncière, pour 58 000 euros, des acquisitions foncières le long de la RD 46 et des parcelles des planes, de l'Étane. 32 500 euros pour un véhicule léger pour les services techniques. Pour la mairie, 85 550 euros, alors ça couvre le budget participatif, des nouveaux logiciels, du mobilier. Pour les bâtiments communaux, 753 600 euros, c'est les travaux de sobriété énergétique pour l'hôtel de ville, l'accessibilité handicapée et les travaux salles de la galerie. Il y a 90 000 euros pour ce qu'on appelle autres opérations qui sont vidéoprotection et les subventions pour chemin privé et façade. 850 000 euros pour l'aménagement urbain et l'espace public. Donc, notamment la dernière LED de passage au LED de l'éclairage public, la sécurisation de la Rocaudo et des aménagements, notamment rue du Nord et rue de la Paix. 150 500 euros pour la petite enfance. Donc c'est divers petits travaux, du gazon synthétique, des préaux, une reprise de murs de soutènement à la Haute-Santine. École enfance et jeunesse, 1 526 926 euros, c'est la provision pour l'école de la Barque. Réfection de la salle polyvalente de l'école Haute-Martine. Étude de la réfection de la cuisine de l'école Rimbaud. Et ensuite, les tranches du programme territoire numérique éducatif. Pour la partie environnement, cadre de vie et agriculture, 77 750 euros. C'est la mise en œuvre du plan vélo, la continuité de notre politique Un arbre, une naissance, et des travaux de protection dans la forêt des Cannes, là où il y a la fréquentation. Et ensuite, pour le cimetière, 54 171 euros pour les travaux pour les concessions qui sont en état d'abandon. Par rapport aux APCP, donc voilà, ça c'est une autre vue des dépenses d'investissement liées aux APCP sur là où les montants qui vont être alloués à ces différentes opérations. Donc à la limite j'avance et puis si vous avez des questions je reviendrai dessus. Juste une question. Oui. Là, juste parce qu'après, dans le slide d'avant, il est question de réfection des caveaux, oui. Des concessions. On n'a pas voté un budget cimetière déjà, juste avant? C'est pas le même, c'est pas la même chose? Si, mais les travaux ils sont portés par le budget de la commune. Sur comment vous dire, sur le budget annexe du cimetière, vous faites que vendre des travaux et encaisser la recette. Vous vendez le caveau et vous encaissez, c'est tout. Ah, les travaux, voilà, des allées, etc., tous les travaux lourds sont sur le budget de la commune. Par rapport à la capacité d'autofinancement, voilà, donc l'excédent brut de fonctionnement cette année, par rapport au CA de 2022 de 276 euros, toujours supérieur à la moyenne des communes de même strate, et de la même façon pour la capacité nette d'autofinancement, nous sommes sur FUVO à 201 euros contre 106 euros en moyenne. Vous avez aussi des communes autour de nous.
La dette, donc l'encours de la dette, aujourd'hui la dette est au 1er janvier 2024 s'élève à 3 879 423,07 €, 100% non risqué. Et ensuite, par rapport aux derniers chiffres connus du Trésor public, l'encours de la dette par habitant est de l'ordre de 438 € et l'annuité en moyenne est de 73 €. Et vous avez des comparaisons sur les communes aux alentours et des comparaisons par rapport aux communes nationales et régionales de Mestras, et départementales de Mestras. Est-ce que vous avez des questions ? Bonsoir. Merci pour la présentation. Je vais commencer par un regret, c'est qu'on n'ait pas eu les AP et les éléments sur les investissements, là, les détails avant. J'aurais préféré ne pas recevoir 2 semaines avant le document officiel, mais recevoir quelques heures avant la liste des AP, parce que là, c'est vraiment ce qu'on avait envie de comparer, de regarder. Et bon, on ne va pas faire ça en séance, donc c'est un peu dommage. Donc, sur le document que nous on avait, j'ai quelques questions, mais bon, un peu anecdotiques par rapport à ces AP qui sont vraiment la partie la plus intéressante. Si je regarde dans les postes de détail des budgets de fonctionnement, il y a un poste là qui s'appelle Autres biens mobiliers, a priori 61 368, qui était à 20 000 € dans les réels, 21 pour le plan 23 et qui est passé à 180. Ah, ok. Lequel, pardon ? 61 368. C'est page 52, là, dans les dépenses de fonctionnement. Je pense que la principale différence en dépenses de fonctionnement, c'était effectivement le poste location. Et parce que nous allons louer des bâtiments modulaires pour l'école provisoire de la Barque à la ville de Cabriès. Ils vont d'ailleurs être déménagés à partir du 22 février, je crois, de Cabriès à Puvot. Et l'accord que nous avons avec la commune de Cabriès, nous allons les leur louer en gros 15 000 € par mois pendant toute la durée dont nous en aurons besoin pour héberger provisoirement les enfants de l'école de la Barque, puisque le chantier de la future école de la Barque doit démarrer, nous l'espérons, on va dire ou cet été ou en septembre. Voilà. D'accord. Ok, oui. C'est ça, la principale différence. D'accord. Ah, pardon, je ne fais pas attention. Bon, sur les parties fournitures, on en avait déjà eu cette discussion l'année dernière. C'est vrai qu'on est toujours très au-dessus des consommations réelles. Quand vous nous aviez expliqué votre façon de travailler et que vous veniez réduire ensuite dans un second temps ces dépenses. C'est ça, sachant que le but n'est pas de gonfler les enveloppes aussi, hein, c'est par rapport à l'année précédente, on discute avec les services, on fait le point et puis on essaie d'anticiper par rapport à l'année qui arrive. Enfin, là, par rapport à l'année précédente, on a une très forte augmentation de 82 000 € par rapport à 2022. J'imagine que là, c'est plus, vous avez expliqué, c'était plutôt sur la base des demandes. C'est ça. Et des provisions, et le but n'étant pas de consommer la totalité tout à fait. Des associations. Ouais. C'est un mélange des deux. C'est un mélange de ce que les services ont consommé, l'anticipation des services, dans le but d'être toujours, de ne pas sous-dimensionner non plus. Il y a aussi les lignes, là, autres impôts et autres impôts locaux. On a été à 76 000 dans les réels 2022. On n'avait que 40 000 dans le BS 2023. Et là, on remonte à 126. Qu'est-ce qui fait
pouvez juste nous dire le... Voilà. Le compte, c'est le 63 313. Pardon? Non, pardon. Il y en a 3 d'ouverts, je peux pas. Ah oui, mais on n'ouvre pas. Ça va le faire. Non mais c'est bien, on entend mieux. Alors, vous parlez de celui où nous avons budgétisé 100 000 €, c'est ça? Excusez-moi. Oui, c'est ça, 122 000. Oui. En fait, ça, c'est la taxe de séjour. C'est-à-dire qu'effectivement, avec l'Office du tourisme, depuis 2 ans maintenant, il y a un gros travail de fait, de recensement, de relance de tous les établissements qui sont censés payer la taxe de séjour. Et effectivement, nous avons réussi à récupérer la taxe de séjour sur un appart-hôtel qui est à la ZAC Saint-Charles. Voilà, à la ZAC Saint-Charles, rentrant à gauche, là, à Fuveau, voilà. On récupère aussi désormais très régulièrement celui qui est à la ZAC de la Barque. Voilà, à un moment donné, vous avez un peu de mal à... Et à Mont-Ventury aussi. Et ensuite, voilà, Mont-Ventury, c'est Best Western, puis il change de nom tous les 2 ans. Celui qui est sur la zone de Rousset, enfin en face Fuveau, là. Voilà. Effectivement, c'est la collecte, on s'est basé sur la collecte de la taxe de séjour de cette année pour prévoir pour l'année prochaine. Et après, on la reverse intégralement à l'Office du tourisme. D'accord. Bien. Et du côté des dépenses, cette fois-ci, il y a aussi un autre impôt, l'accent 637, les 635,5 et 637. Voilà, alors le 637, c'est la taxe de séjour qui est donc là en dépense parce qu'elle est versée à l'Office du tourisme. Voilà. Hein. Et ensuite, il y a un nouvel impôt qui est apparu, vous l'avez au 63 513. Alors ça, je pense que Madame le maire et Monsieur Lizaï, vous en avez parlé au moment du ROP, c'est un nouveau impôt qui met en place la métropole, c'est-à-dire que désormais, elle va nous taxer sur les déchets des bâtiments publics et des équipements publics. Alors pour le moment, la taxe pour tout le monde, c'est 2,5 € je crois par habitant. Et ensuite, ils nous demandent des actions, toutes les actions qu'on va mettre en place dans les biodéchets, les composteurs collectifs, nous la collecte des cartons, etc. Ils vont examiner toutes les actions qu'on a mises en place, le gaspillage, la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. pour éventuellement faire baisser cette taxe à 1,50 € ou 1,25 € par habitant si on est des très bons élèves. Voilà. Ils ont mis en place la redevance spéciale pour les commerçants, ils mettent cette redevance forfaitaire pour les collectivités. Et merci. La partie, pareil, on en avait parlé déjà un petit peu l'année dernière sur les assurances, c'est la partie multirisque. L'année dernière, vous aviez provisionné un certain nombre d'augmentations. Oui, ben, là, ça a l'air de se matérialiser, même de s'augmenter. Ben, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est en train de renégocier parce que, comment vous dire, on a énormément de compagnies d'assurance aujourd'hui qui ne veulent plus aller sur le marché des collectivités. C'est un problème national. Le gouvernement, d'ailleurs, s'en est emparé et a demandé une mission parlementaire là-dessus. Parce qu'effectivement, nous, aujourd'hui, on essaie de proroger les marchés qu'on a tout en restant dans la réglementation pour conserver entre guillemets, nos tarifs. Parce que si on renégocie, on sait qu'on va, d'ailleurs, notamment celui sur les bâtiments, on est tenu obligé de le relancer cette année, on va avoir de très très grosses augmentations, parce qu'il se désengage complètement du marché des collectivités. Voilà. Donc là, le budget à 70, c'est ce que nous a indiqué, pour tout vous dire, la SMACL en off. Voilà. En disant, si jamais vous relancez votre marché, aujourd'hui, nous, nos pratiques, c'est autour de ça. Ok. Merci. Vous avez parlé d'hypothèse de recette pour la location de la Bastide Vitalis. Comment vous l'avez estimé? Vous êtes à combien? Alors, honnêtement, aujourd'hui, on a prévu au budget le bail commercial qui est au rez-de-chaussée et qui lui a démarré en milieu d'année 2023. Et par contre, c'est vrai que donc on va mettre en place un petit peu de coworking, mais ça honnêtement, je pense pas que ce soit ça qui va nous... Voilà. On n'a pas de visibilité. Ça, on n'a pas de visibilité, on l'a pas prévu. On a prévu là que le bail commercial. C'est ça, mais voilà. après, ça contient aussi, ça comporte aussi le bâtiment de l'école de conduite. C'est une caisse d'épargne. C'est ça qui est anticipé plutôt que la Bastide Vitalis, pour lequel le loyer est déjà reconnu. Voilà. Donc là, effectivement, là, on va passer l'acte d'acquisition de j'appelle ça l'ancien bâtiment de la caisse d'épargne, et au rez-de-chaussée, vous savez qu'il y a une auto-école, et là, il y a un loyer à peu près de peut-être 17 000 € par an. Voilà.
Mais on ne va pas avoir une année complète. Non, on l'a provisionné sur proratisé. 6 mois. Donc les 16 000 d'augmentation par rapport à l'année dernière, c'est à la fois le restaurant et Oui. la quote-part C'est ça. de l'école. Ok. Côté CCAS, donc on est passé à 54. J'ai compris qu'il y avait un changement de périmètre, que maintenant ça contient la subvention et le personnel qui est détaché. C'est ça. C'est ça. C'est qu'on a une partie du temps qui est passé par Madame Vite est comptée sur le CCAS. Et la subvention, elle est, du coup, elle est restée à 20 ou vous l'avez Non, modifiée? la subvention est augmentée aussi en fonction. Je vais passer à... Non, elle est restée pardon. à 20. La subvention elle-même, elle était Ah, pas la restée. subvention, pardon. Elle est restée à 20 et le delta, c'est le salaire, C'est ça. le prorata du temps de travail de Madame Vitte sur le CCAS. D'accord, très clair. Du coup, là, c'est vrai que c'est parti subvention, aussi bien au CCAS que les autres budgets. On voit que ça fait quelques années qu'ils sont stables et qu'ils n'ont pas augmenté. Et on le voit aussi quand on vote les subventions des différentes associations d'une année sur l'autre. On a vu du côté des recettes que ces 2 dernières années, on avait... Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. On a vu qu'il y a eu pas mal d'inflation, en gros 12% sur les 3 dernières années. Est-ce qu'on ne devrait pas augmenter ce pourcentage-là de subventions, aussi bien au CCAS qu'aux associations? En fait, à partir du moment où on en a besoin, bien sûr qu'on en augmentera volontiers, et c'est la raison pour laquelle nous avons un BP et un BS à FUVO, et que nous pouvons justement ajuster nos budgets en fonction des demandes. À l'heure actuelle, ça n'est pas utile, donc nous ne le faisons pas. La politique, c'est de contrôler, l'approche, c'est de ne pas forcer à augmenter. Et puis après, suivant les demandes, on s'adapte. L'idée, c'est pas de faire de la politique et d'en mettre plein la vue et de ne pas consommer les budgets. L'idée, c'est de mettre des budgets au plus près des besoins. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons des budgets réalistes et réalisables. Bon, on a une autre vision et on pense que ces postes-là, ça aurait été bien de tenir compte de l'inflation de ces dernières années. Mais il faut le donner à qui, du coup, exactement? Les dons du CCAS, vous les donnez à qui quand vous n'avez pas de demande suffisante pour les dépenser? Pour le CCAS, c'est plutôt par rapport à l'ABS et à la liste des plans d'action à faire. On tombe sur la discussion qu'on a eue exactement la même l'année dernière. Ouais, mais et on fait le travail aussi, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous disiez, si l'ABS demande, le budget supplémentaire pourra servir à augmenter ses budgets. Je ne crois pas que ça ait été le cas. On n'avait pas augmenté la subvention l'année dernière. Donc, est-ce que ces analyses des besoins sociaux, on n'en a pas tiré d'action qui... Bien évidemment que si. Je sais pas si pourtant vous étiez au ROB, mais je ne me souviens pas, en tout cas que vous ayez posé la question à ce moment-là. En tout cas, il est dommage que vous n'ayez pas remarqué que sur la commune de FUVO, il y a aujourd'hui en commune la possibilité de faire ces titres d'identité, que ce soit toute carte d'identité ainsi que les passeports, et que très rapidement, une maison France Service va être ouverte. Cela fait partie aussi de l'analyse des besoins sociaux, cela fait aussi partie d'amener du service à nos fuvelins. Et tout ça fait partie d'un budget qui est nécessaire et que nous mettons justement au service de la collectivité. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas cloisonner les choses. Il faut s'ouvrir et pas dire ben, vous n'avez pas mis assez d'argent dans le CCAS, il faut mettre plus. Moi je peux mettre, si vous voulez, je mets 40 000 par an. Il n'y a pas de souci, je l'affiche. Aucun souci. Par contre, à un moment donné, il faut que ça ais c'est ce que vous dites, monsieur Solnon. Ne me dites pas que je réponds à côté, c'est la réalité. Je dis pas qu'il faut afficher. Mais si. Non, je ne dis pas qu'il faut afficher, je dis qu'il faut tenir compte de l'augmentation de l'inflation et peut-être faire suivre aussi ces budgets-là au niveau de l'inflation. Et des besoins, il y en a. Après, on peut... Des besoins, il y en a.
je pense que Annie Dié, qui siège au CCAS, est quand même totalement capable de vous dire il n'y a rien à faire. Si. Il n'y a rien de plus à faire, on ne pourrait pas faire quelque chose de plus. Pardon, mais ouvrir une maison France Service, mettre des titres de transport. Pardon? Oui, vous faites tout parfaitement. Pas du tout, monsieur. Pas du tout, monsieur Solnon, pas du tout. Simplement, vous me dites il faut augmenter les subventions, il faut augmenter les budgets. Je vous fais très gentiment remarquer qu'il y a eu beaucoup d'inflation et que les postes liés aux subventions n'ont pas augmenté depuis plusieurs années. Nous vous faisons très... Mais qu'est-ce que vous voulez alors, si vous voulez, je ne vous réponds pas alors. C'est un dialogue de sourds finalement. Si je ne dois pas vous répondre et que les plafonds des aides ont été augmentés en fonction de l'inflation, parce que Madame Dié vous l'a dit, et donc il y a un moment donné, vous me dites pour l'ABS vous n'avez rien fait. Si monsieur, on n'a pas fait faire une étude pour la laisser dans un placard ou dans un tiroir, et dire bon bah c'est fait, on a coché la case et tout va bien. On essaye de faire au mieux. Bien sûr que non, on ne fait pas tout parfaitement. On a surtout beaucoup d'humilité et je n'aurai certainement pas la prétention de vous dire que nous faisons tout parfaitement. Par contre, je vous invite à me donner des exemples que vous pouvez nous soumettre si vous avez des idées, volontiers. Je vous écoute. Des idées de dépenses Ah ben je sais pas, vous me dites qu'il faut augmenter, donc dites-moi dans quoi. Très bien, donc, sur le pot des subventions, il y a les subventions aux associations déjà. Je pense que toutes les... Lorsqu'il a été question de l'ABS, vous nous avez dit qu'il y aurait une réflexion en interne pour définir quelles étaient les actions qui seraient mais on n'a pas eu les résultats, si ce n'est ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est-à-dire les sorties, c'est la maison France Service. Non, il n'y a pas que ça qui est sorti, mais bien sûr, on vous fera c'est un exemple, Madame Flau, mais bien sûr qu'on vous fera, si vous le souhaitez, on vous fera un retour très volontiers. Pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres idées à nous soumettre, du coup, pour qu'on s'améliore, du coup? Effectivement, on veut bien le plan d'action qui résulte de l'analyse des besoins sociaux. On l'avait demandé, d'ailleurs, je pense le jour où l'analyse nous a été présentée. Donc, à partir de ce plan d'action, on pourra effectivement discuter des propositions. Je pense que l'un des axes, c'est le repérage, c'est d'aller vers les publics. Enfin, je ne pense pas que FUVO soit protégé des risques sociaux que l'on connaît depuis la crise du Covid et la crise économique et sociale qui s'est installée à l'issue. La reprise n'a pas bénéficié à tous les publics. Et je pense qu'on a à FUVO, comme partout ailleurs, malheureusement des publics en difficulté sociale qui ne sont peut-être pas repérés. Et je pense que la question, c'est pas seulement la question du droit, c'est la question de permettre aux personnes en difficulté sociale de pouvoir accéder aux droits. Donc la Maison France Service est une réponse, ce n'est pas la seule réponse, il y a peut-être d'autres dispositifs qui nous permettraient de repérer les publics plus facilement et de leur faire bénéficier des possibilités qu'un CCAS peut leur offrir. Voilà, c'est un exemple, mais effectivement, quand on aura le plan d'action, on pourra effectivement débattre de ce sujet avec grand plaisir. Non, mais comme vous nous disiez sur les budgets d'augmenter, etc., donc dites-nous des exemples. Les idées que vous auriez. Repartir de l'ABS, et on ne l'a pas en tête, mais... Ah d'accord, non mais je sais pas, vous me dites que vous nous reprochez de ne pas augmenter. Bah, après, sur les associations, il y a d'autres choses à faire. Par exemple, est-ce que c'est pas envisagé un lieu pour les ados, par exemple? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une action collective concernant les associations pour les aider ou pour qu'elles travaillent ensemble? Des idées, on peut en avoir beaucoup, mais ça se construit. Et
Et ça pourrait se construire dans un dialogue avec vous, pas sur 10 minutes dans un conseil municipal. Je vous ai toujours dit que ma porte était grande ouverte, Madame Flao, et vous le savez très bien, à chaque fois que vous avez sollicité un rendez-vous, je vous ai volontiers reçu. Et donc vous pouvez tout à fait solliciter un rendez-vous pour qu'on en discute ensemble. Jamais je n'ai refusé un rendez-vous à personne. Mais aussi considérer que la minorité qui est avec vous peut aussi apporter quelque chose et lui demander de travailler sur certains sujets sur lesquels on aurait pu penser avant. Très bien. Et juste un complément, enfin, l'idée c'est pas de sortir comme ça une liste d'exemples en séance de conseil municipal, enfin vous essayez de nous piéger à travers cette méthode. Or c'est pas la méthode. Non, je ne piège personne, moi je réponds à vos questions. Oui, mais moi, donc je réponds à votre interrogation, c'est pas comme ça qu'on doit travailler. Vous avez produit une analyse, vous avez financé, et il y a une analyse des besoins sociaux qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est riche de données et d'axes de travail. L'idée c'est d'aller l'étape d'après, qui est de réfléchir aux actions que l'on peut mettre en œuvre en fonction des priorités qui auront été identifiées sur cette analyse des besoins sociaux. Alors, j'imagine que ce travail, vous le faites, mais on n'en a aucunement connaissance, on ne sait pas bien quelles sont... On ne sait pas dommage, du tout vous siégez au CCAS, hein, monsieur. Votre groupe siège au CCAS, donc c'est dommage que vous n'en ayez pas connaissance quand même. Mais je vous prie de m'excuser, mais c'est la réalité. Enfin, ne me dites pas que vous ne siégez pas au CCAS quand même. À plusieurs reprises, vous avez évoqué effectivement la présentation de ce plan d'action au conseil municipal, donc je réitère cette demande. Vous nous avez promis effectivement de nous faire la présentation du plan d'action résultant de l'analyse des besoins sociaux, et effectivement, on pourra en discuter ici en séance. Je vous rassure, on échange beaucoup avec Annie qui nous fait part des échanges, mais on souhaiterait aussi que ce débat-là, puisqu'il résulte aussi des discussions budgétaires, puisse avoir lieu en conseil municipal. Alors en conseil municipal ou en groupe de travail? Parce que c'est pas ce qu'a dit Madame Flao du coup. À quel moment vous voulez qu'on en discute? Les deux. Enfin, je pense qu'on a tous du travail et qu'on ne va pas faire une commission extra-municipale plus le refaire en conseil municipal. Quel est l'intérêt? Entendre le conseil municipal comme notre conseil municipal. Pardon? J'ai pas compris, Madame Flao. Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Entendre conseil municipal comme toutes les personnes qui sont présentes ici. Oui, c'est une commission. Voilà. Donc on est d'accord qu'on a la commission extra-municipale qui est le CCAS dans lequel vous siégez. Et ensuite, on peut très bien convoquer une commission si vous le souhaitez, comme on le fait régulièrement, d'ailleurs avant le conseil, pour discuter. Moi, j'ai aucun problème. Est-ce qu'à un moment donné, on a refusé de discuter avec vous? Voilà. Donc, c'est quoi les votes au CCAS ou c'est à l'unanimité les votes au CCAS? Oui, tous les votes sont à l'unanimité pratiquement. Donc, c'est qu'il n'y a pas de souci au niveau du budget. Ça fait la deuxième fois quand même que vous nous mettez en cause en disant qu'on participe au CCAS, mais en fait on n'a pas de retour, c'est pas vrai. On a des retours, et les retours nous montrent qu'on ne connaît pas la stratégie. On ne connaît pas votre stratégie. Et si elle était vraiment élaborée, vous auriez une feuille, vous pourriez nous la donner. Voilà notre stratégie. Mais on ne l'a pas. On parle d'humain. On parle d'humain. Une stratégie. Enfin, je pense que vous me dites que je vous mets en cause. Je ne vous mets absolument pas en cause. Vous vous sentez agressé. Ce n'est absolument pas les raisons. Monsieur Solman m'a posé des questions en me disant vous n'augmentez pas vos budgets. Je réponds par des exemples en disant il ne faut pas se cantonner simplement au budget au niveau CCAS, etc. et par case. Il faut simplement voir aussi dans le budget global tout ce que la commune amène comme service différent. C'est la raison pour laquelle je vous demandais si vous avez d'autres idées, donnez-les-nous, mais avec plaisir. On est là pour travailler pour l'ensemble des Fuvelins et tous ensemble. Je n'ai aucun problème là-dessus. Je ne mets en cause personne. Absolument personne. Il y a un débat d'orientation budgétaire au niveau du CCAS, donc la ligne de conduite elle est faite avec notamment les lignes et le budget, donc les projets sont faits. Donc, non mais, enfin, j'y assiste pas, mais bon, j'ai siégé pendant 7 ans.
Au niveau du CCAS, il y a un débat d'orientation budgétaire, enfin un rapport d'orientation budgétaire, notamment qui est discuté, et là on voit vraiment notamment la stratégie donc sur l'année, sur les années à venir, etc. Il y a un budget aussi qui est voté, là aussi c'est aussi la stratégie, et a priori, bon là je n'y siège plus, mais a priori c'est voté à l'unanimité. Donc peut-être c'est à ce moment-là aussi, au moment du rapport d'orientation budgétaire, d'apporter peut-être plusieurs d'autres idées éventuellement, mais après si c'est voté à l'unanimité, c'est difficile de revenir en arrière et d'en discuter. Je ne sais pas si je suis assez claire. Évidemment, encore faudrait-il, vous comprenez que lorsque on vote quelque chose de positif, ça ne veut pas dire qu'il y a une stratégie. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une action qu'on considère comme positive. Et si oui, c'est le moment pour échanger. Tu me dis un budget n'était pas au Rhum. Un budget, c'est pas... Si, elle était au Rhum. Bien sûr qu'elle était là. Un budget, c'est pas une action, c'est l'ensemble d'une action sur l'année et sur les années à venir. Donc il y a quand même une stratégie. On la voit, la stratégie. Puis c'est discuté en ROB. Comme on l'a fait au conseil précédent, on a eu un rapport d'orientation budgétaire où on a exposé clairement quelles sont nos stratégies pour différentes délégations et différents services. Mais dans ce cas-là, vous pouvez nous dire, suite à l'ABS, voilà ce qui est fait. Or, moi, ce que j'entends aujourd'hui, suite à l'ABS, il y a la mise en place de la maison France Service, qui est déjà quelque chose. Mais c'était un exemple parmi d'autres. On ne va pas refaire l'Europe du CCAS, Madame Flao, en conseil municipal. C'est une commission extra-municipale. Je ne vais pas vous développer. Qu'on travaille ensemble, et dans ce cas-là, on va trouver les modalités de le faire. Soit vous allez toujours trouver des moyens pour dire qu'on ne fait pas le travail, les choses que je devrais faire. Est-ce que je vous ai dit que vous ne faisiez pas les choses que vous devez faire? C'est ce que vous venez de faire. Mais pas du tout. Je vous dis simplement qu'on ne va pas refaire. Si vous voulez bien me laisser finir de parler, merci. Si vous voulez, on ne va pas refaire le rapport d'orientation budgétaire du CCAS, qui est une commission extra-municipale, au moment du vote du budget municipal. Ce qui est normal. Non, il me semble que c'est normal. Vous seriez à ma place, vous feriez pareil. Vous me diriez, mais enfin, on va pas... C'est un budget qui est indépendant, qui est annexe, qui est une commission extra-municipale, et on ne peut pas surseoir aux décisions du CCAS, du bureau du CCAS. Donc après qu'on discute et qu'on échange, c'est très volontiers. De là à me dire, vous ne voulez pas qu'on travaille ensemble, c'est absolument pas ce que j'ai dit, Madame Flao. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Bon, il n'y a que des preuves d'amour, donc prouvez-nous que vous On n'en avez... est pas là non plus, quand même. Alors, on n'est pas loin de ça longtemps, mais quand même, n'exagérons rien. Bon, je pense qu'il faut que je m'exprime parce que je suis quand même pas mal concernée. Mais je t'en prie. Voilà, donc effectivement, j'ai assisté aux commissions. Bon, il y a des avancées. Il y a eu une question orale et juste le conseil municipal où j'étais pas là, où c'est parti un peu en vrille, voilà, en s'accusant de menteurs mutuellement. Enfin, j'ai regardé. Enfin bon, voilà. Je pense pas avoir prêté qui que ce soit de menteur. Hein. Voilà. Je sais pas, enfin bon, il y a eu quiproquo, où si j'avais été là, j'aurais pu tout de suite, voilà. Et donc effectivement, je pense que là, on s'appesantit sur le CCAS. Je pense que je dis ce que j'ai à dire en commission extra-municipale. Et que je peux aussi bien approuver les décisions et les avancées qu'ils ont prises, et en faisant aussi, même si des fois c'est pas toujours un fleuve tranquille, mais bon, je pense que sinon on peut effectivement partir sur toutes les commissions extra-municipales qui existent, et là c'est vrai que ça part un peu, enfin on va un petit peu loin, je pense. On pourra peut-être en reparler effectivement, parce qu'effectivement là on n'a pas des propositions. Enfin, je pense que je l'ai dit aussi en commission, de dire voilà, il faudra peut-être revoir au niveau de l'ABS les prolongements qui peuvent être faits. C'est ce qui est comporté dans la question orale, que c'est moi qui l'avais formulée, de dire bon, quelles sont les orientations.
voilà, en dehors, effectivement, j'étais au courant de la maison France Service, et puis voilà. Donc je pense que là, il faut clore, là. Ah non, mais moi je ne fais que répondre aux questions, Annie, moi je veux bien un peu là-dessus, mais je pense qu'effectivement, bon, il faut se dire qu'il y a eu un ABS, peut-être qu'on n'est pas encore vraiment satisfait des prolongations qu'on peut faire, mais effectivement, il faut peut-être en reparler en commission bien sûr. de CCAS. Voilà, mais très volontiers qu'on en parle avec l'ensemble, parce que effectivement ça concerne quand même aussi tout le conseil municipal, et évidemment ça engage absolument la commune et tous les élus, voilà. On est d'accord. On est parti d'un truc, après bon voilà. Allez, merci Annie. Autre chose. Je veux bien que vous réaffichiez le tableau des autorisations de programme. S'il vous plaît, merci. Alors effectivement, celui-ci, il est riche d'enseignements. Il aurait été plus simple pour nous d'en avoir connaissance avant le Conseil pour l'étudier. Alors, de mémoire, dans ce tableau qui couvre la période 2021-2026, on devrait voir apparaître toutes les années. Ça, c'est pour la présentation, là où vous n'avez fait apparaître que 2023 et 2024. C'est ça. Ça ne rentre pas. Alors, est-ce qu'on peut avoir le tableau complet, si c'est possible quand on compare les montants entre 2023 et 2024, on voit un certain nombre d'évolutions sur quelques lignes. Enfin, si je regarde un exemple, pôle culturel, on avait 6 millions à l'AP 2023, on a 2 millions à l'AP 2024. C'est ce qu'on a discuté à la fois au Rhum. Si je prends la Barque, école de la Barque, 6 millions AP 2023, 8 500 000 AP 2024. Tout à fait, on en a parlé. La raison, c'est l'augmentation des coûts et puis surtout notre volonté de faire une école qui soit de qualité or plus, je sais comment on appelle ça, mais BDM or. BDM or, voilà, avec de la géothermie, tout ce qui se fait en mieux en termes d'environnement et de consommation énergétique. D'accord, merci. On voit sur le sport également, il y a des montants qui évoluent. Je voudrais savoir à quoi correspondent les montants pour la dernière colonne, crédit de paiement en euros, opération structurante. Alors ce sont les montants pour l'année 2024, et là où il y a deux colonnes, c'est entre le BP et le BS. C'est-à-dire que pour l'école de la Barque, nous avons mis 2 millions au BP. Pour la rénovation énergétique des bâtiments, nous avons mis 220 000 euros au BP et nous avons anticipé 290 000 au BS. D'accord, donc sur un projet qui est estimé à 8 500 000 euros sur la Barque, vous le budgétisez à hauteur de 2 millions cette année, compte tenu de l'année de démarrage des travaux, c'est ça? Et les montants complémentaires, les budgets suivants. C'est comme ça qu'il faut le dire. C'est des APCP, donc on a quand même, il y a quand même des cumuls de montants qui ont été faits, et c'est la raison pour laquelle vous avez l'AP actualisée en 2023, qui est de 6 millions d'euros. Et c'est quand même les montants que vous aviez dans les tableaux précédents que nous vous avions donnés. Et c'est la raison pour laquelle c'est comme ça qu'on travaille en fait, qu'on met de l'argent de côté, si vous voulez, tous les ans. Jusqu'à arriver au jour et on provisionne. En fait, l'AP, c'est le montant global, normalement, de l'opération, de ce que va vous coûter l'opération au final, frais d'études, terrain, etc. En gros, sur le mandat, là, on se parle clair, voilà. Et par contre, effectivement, là, je n'ai plus, sinon ça ne rentrait pas, vous faire apparaître que les crédits de paiement de l'année 2024, mais effectivement, il y a des opérations, et notamment l'école de la Barque, comme dit Madame le maire, en est l'exemple, qui ont été démarrées au préalable. Donc, il y a déjà un cumul de crédits. Effectivement, quand je vais vous sortir le tableau en entier, vous verrez qu'il y a déjà des crédits pour 2023 et 2022. Donc effectivement, là, il y a 2 millions de crédits de paiement en 2024, mais on a déjà de tête quasiment 3 millions de provisionnés pour l'école de la Barque. Voilà, que vous avez accumulé les années précédentes. Hein? Voilà.
Je suis claire ou pas, vous me dites hein? Pas trop. On n'arrivait pas de façon synthétique à montrer ça, 2021, 2022, 2023, plus 2024 et 2025, 2026. Mais c'est pour ça qu'on a fait ce jeu. On est épargné. Oui, ah ben, bon, c'est ça. Ah ben, c'est comme un budget ménage où tu mets de l'argent de côté pour provisionner pour un voyage ou autre. Mais l'AP, c'est sur la durée du mandat, ce que vous mettez sur AP 2024. Alors, non, comment vous dire, l'AP, normalement, c'est l'autorisation de programme, effectivement, sur la durée de l'opération. Là, vous avez des opérations, alors effectivement, vous ne voyez pas, mais du style la Bastide Vitalis, elle a duré 2 ans, puis elle se termine. Oui, mais là, c'est clair, c'est plutôt des choses comme, enfin, des choses un peu plus globales, comme accessibilité aux écarts. Voilà. Alors là, vous avez des crédits chaque année, si vous voulez. Et mais après, donc, la somme, c'est sur la durée du mandat. Non, enfin lequel? Pour l'AP, oui. Oui. Hein, par contre, les crédits de paiement, c'est annuel. C'est les crédits de paiement de l'année 2024 uniquement. Il y en a eu en 2023, en 2022, il y en aura, voilà. Hein. Après, normalement, le tableau de droite, vous avez plusieurs années. Vous avez, voilà. Je vous le sortirai là au moment du compte administratif et on aura le réalisé de 2023 d'ailleurs, dedans. La réalité de 2023. Une autre question sur le document budgétaire, sur la page 27, section d'investissement. Il y a une intitulée pour mémoire réalisation cumulée au 1er janvier de l'année L, avec des montants qui sont importants. Est-ce que vous nous éclairez sur la période exacte contenue dans ce... Page 27. Non, mais en fait, c'est des programmes qui ont été créés, je pense, depuis la création de ces programmes, parce que nous, pour plus de, on va dire, de lisibilité et de suivi, on les suit d'année en année. Donc, effectivement, c'est depuis la création de ces programmes en comptabilité. Hein, voilà. Ça, c'est pas forcément... c'est pour ça que... Oh, pardon. Sur le tableau des AP, je comprends que c'est un peu difficile à lire, mais vous avez les numéros des AP et les numéros des, justement, de ce qu'eux appellent opérations. On ne va pas les retrouver pour arriver à suivre. Parce que la commune, avant de travailler en AP, travaillait déjà par opération, ce qu'on n'était pas obligé de faire, puisqu'on peut travailler, on va dire, en nature, c'est-à-dire mettre une grosse somme sur un compte et puis vous tirer dedans jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Nous, on travaillait par opération déjà, voilà. Et ça, c'est le cumul depuis qu'on travaillait par opération sur ces thématiques-là. On ne va pas les remettre, parce qu'il y avait la correspondance AP opération, on va dire. AP au programme, quoi. C'est dans le... Oui, c'est le tableau des APCD dans le PowerPoint. C'est sûr. Voilà. Voilà. En fait, tout à fait à gauche, là, vous avez les numéros d'AP et à côté, vous avez les numéros d'opération. Les numéros d'opération, c'est ce qui apparaît là. Hein, voilà. Et qui existait bien avant les organisations de programme. Voilà. Donc là, pour ne pas cumuler AP, bon, on a fait des correspondances, parce que sinon, on s'en... Voilà, donc du style la Bastide de Vitalis, vous allez la retrouver dans le programme 23 ici, qui s'appelle divers bâtiments communaux. Ok? Voilà, maison du bel âge pareil, modulaire, voilà, parce que c'est des bâtiments. Par contre, la barque, voilà, voilà, c'est la correspondance, quoi. Hein? Voilà. On peut
effectivement, si vous pouvez avoir un tableau avec l'ensemble des années. Ça nous aiderait vraiment à la lecture et à la compréhension, parce que là, c'est vraiment difficile de mettre un avis. Et refaire la discussion à ce moment-là, parce que c'est vrai que... Oui. Mais ça, cette année, je l'ai fait que cette année. Oui, mais c'est des différentes évolutions. Pour la compréhension. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre? Alors attendez, qu'on a tous les contre. Tout le monde, sauf Annie. Comme tu me dis. Oui, je m'abstiens. Tu t'abstiens, sinon tout le reste est contre. Alors, on passe au 3.4 pour les subventions aux associations. Exercice 2024. Sonia. Donc, 3 associations à ce jour déposé un dossier valide de demande de subvention. Ces dossiers ont été instruits, font l'objet de propositions de subventions suivantes. Créa, alors ils ont demandé 800, Prête-moi ta plume 500 et Pêche Fuveau-Rousset 400. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2024 aux associations selon les montants listés ci-dessus et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Juste une petite question. Tu peux cliquer s'il te plaît. Ah, je croyais que j'avais fait. Merci. Au Jazz des Arts, là, il y a Créa, donc il n'y a que Créa, parce qu'avant il y avait une autre association qui s'appelait je ne sais plus quoi, qui organisait des expositions. C'est eux? Non, c'était pas Créa, non, c'est une autre. Oui, Fuva. Fuva, oui, merci Marielle. Voilà. Ils n'existent plus, non? Non, ils sont en sommeil. Ah, ils sont en sommeil. Donc, il n'y a que Créa au D'accord. D'accord. Ah oui, Fuva. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe au 3.5 avec Johan pour les subventions aux associations, cette fois pour les coopératives scolaires. Bonsoir. Donc, comme tous les ans, il s'agit de voter la subvention aux coopératives scolaires. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'une subvention qui n'est absolument pas obligatoire et qui ne se fait pas dans toutes les communes. C'est un choix. La participation à la subvention est la même que les années précédentes, à savoir 250 € par classe en maternelle ou en élémentaire. Vous avez donc le détail qui correspond au nombre de classes par école. Je vous rappelle également qu'il y a, en cas de mise en place de séjours de classes transplantées, une participation qui peut être majorée de la part de la mairie auprès des coopératives, qui correspond à 400 € par classe, dans la limite d'un plafond de 4 séjours pour l'école ouvrière et de 2 pour les autres écoles. Cette subvention se fait alors après que le séjour soit réalisé. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention de fonctionnement pour l'exercice 2024 d'un montant de 1 250 € pour l'école maternelle Louvière, 1 000 € pour l'école maternelle de 14 juillet, 1 500 € pour l'école de la Barque, 2 000 € pour l'école de la Roque-Martine, 1 250 € pour l'école Rimbaud, 2 750 € pour l'école élémentaire Louvière, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Si vous avez des questions. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de ce qui est fait avec cet argent de façon plus précise? Oui et non. Qu'est-ce qui intéresse les instituteurs, enfin les professeurs? Alors, je peux vous donner des exemples parce que c'est mon métier. Maintenant, ce que fait chaque classe, c'est la liberté pédagogique de chaque enseignant. Donc, ces subventions de coopératives, elles peuvent servir à faire venir des spectacles dans l'école, à acheter des livres, à partir en sortie, que ce soit au musée ou dans un parc, peu importe, à prendre un bus, vous voyez, c'est aussi divers que varié.
Ça peut être un stage cirque, ça peut être un stage équitation, ça peut être beaucoup de choses. Et c'est chaque école, justement, l'idée de faire une subvention. Et sur la coopérative, là, c'est pas une subvention désignée, fléchée sur un appel à projet, c'est une subvention qui est libre et qui va dépendre du projet pédagogique de chaque école. Vous dites, enfin, vous n'êtes pas sollicité pour demander, ils ne vous demandent pas votre avis en gros. Non. D'accord. Non, c'est un don au départ. Ouais. D'accord. Mais vous, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en tirez comme information de ce qui se passe? Je ne dis pas qu'il faut leur demander... Alors, ce que j'en retire, je sais que c'est très riche et qu'ils en ont besoin. Donc c'est pour ça qu'on continue à leur donner, si c'est ça la question. Est-ce qu'à la fin, ils te disent ce qu'ils en ont fait? Ah non, ils ne me disent pas ce qu'ils en ont fait. Je sais ce qui se passe dans les écoles. En conseil d'école et grossièrement, j'ai pas tous les détails. Ils ne me disent pas combien de livres ils ont acheté et quel exemplaire d'un livre ils ont acheté, par exemple. Vous voyez, mais s'ils doivent abonder leur bibliothèque, ça on en parle en conseil d'école. Voilà. Parfois c'est fait avec la subvention de la municipalité, parfois c'est fait avec la participation des parents d'élèves, parfois c'est fait avec la participation volontaire des familles faite en début d'année. Il peut y avoir plusieurs sources de revenus pour une coopérative scolaire. Il y a un retour qu'il faut au conseil d'école quand même. On en parle au conseil d'école. Voilà. Il y a aussi tous les projets qui dénoncent. De toute façon, la coopérative scolaire, elle dépend, c'est pas l'école, c'est la coopérative scolaire, elle dépend d'une association qui est reconnue d'utilité publique et qui est contrôlée par l'éducation nationale, c'est au CCE. Donc les règles de gestion des coopératives scolaires, c'est contrôlé, c'est encadré. D'accord? Donc à ce niveau-là, il faut qu'ils respectent le cadre légal de la gestion de coopératives scolaires. Et ça, on a un retour là-dessus. Je l'ai à double titre puisque c'est mon métier. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On va parler de la subvention exceptionnelle attribuée à l'amicale du personnel de la ville de Fugos. Donc c'est une délibération classique pour le Noël 2024. On vous demande d'accepter et de voter l'achat de jouets de Noël pour les enfants du personnel âgés de 0 à 14 ans pour un montant total de 3 200 € et une participation au spectacle de fin d'année des enfants du personnel pour un montant de 1 500 €. Je reste à votre disposition si vous le souhaitez. Il n'y a pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe au 3.7 pour la demande de subvention au titre du dispositif travaux de proximité du département. Thierry. Alors les 3 prochaines délibérations concernent des demandes de subvention. La première, la 3.7, c'est demande de subvention au titre du dispositif travaux de proximité du département, l'exercice 2024. Donc ces travaux de subvention, ce dispositif est de 70% du coût hors taxe des travaux plafonnés à 85 000 € hors taxe par projet. Étant précisé que la part communale ne soit inférieure à 30% du montant hors taxe du projet. Les aides opérations sont l'aménagement de sécurité du quartier de la Fourse, création parking et espace vert traverse de la Chapelle, le passage au LED des points lumineux de la commune, la requalification complète de la cuisine et du réfectoire de l'école Arthur Rimbaud, l'agencement de l'accès sécurisé de l'école provisoire de la Barque, la sécurisation de l'entrée du lotissement de la Rocade, et la mise en place de stores et de voiles d'ombrage dans les cours d'école et crèches. Alors, je ne vous dis pas les montants, mais vous les avez. Est-ce que vous avez des questions? Oui, une question. On avait déjà eu l'an dernier, je crois, une demande de subvention pour la sécurité entre la rue du Nord et la rue de la Paix. Donc elle a été acceptée puisqu'elle n'est plus là, c'est ça? Les travaux sont programmés. Oui, mais il y avait aussi la demande de subvention sur le parking. Alors celle-là, vous la redemandez cette année, donc elle n'a pas été acceptée l'an dernier. C'est ça. C'est ça, d'accord. Ok. Bon, j'en profite aussi, puisque vous demandiez des idées, je répète mon idée, qui est de prévoir, à plus ou moins long terme, un projet sur la rénovation des vieux quartiers, en faisant participer, comme vous l'avez très bien fait, la semaine d'avant ou dernière, je ne me souviens plus, le temps passe vite, lors de la réunion dans les vieux quartiers. Donc je vous soumets ce projet sur
la rénovation des vieux quartiers, et voilà. Et en partant sur la même base qui a été fait à la Barque, qui était très bien parce que Martine ici, qui nous a encensé ce projet, qui nous a, c'était superbe, c'était superbe, c'était superbe. Donc je me dis, pourquoi pas faire... Voilà, dessine-moi les vieux quartiers. Dessine-moi les vieux quartiers. Si vous avez... Lors de la réunion de quartier, on a dit qu'il y avait une concertation. Mais, non, mais c'est sur l'opération de la chapelle. Là, c'est global. Global, c'est ça, moi je parle de global. Voilà. Donc, on n'est pas obligé demain matin, hein, à long terme, je parle de long terme. Hein. Fuveau n'ayant pas encore gagné au loto, effectivement, ce sera pas Je vois que vous faites des subventions, donc on ne sait jamais. Enfin, des petites subventions, on peut arriver à faire un toujours attribué. Ouais. Voilà. Bah, après, c'est plus les mêmes montants sur la rénovation globale des vieux quartiers, mais vous avez raison, il faudra que ça vienne à l'ordre du jour dans les années qui viennent. Merci. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Eric, pour la 3.8, s'il te plaît. Cette fois, demande de subvention auprès du département, dispositif aide à la transition énergétique. Donc ça, le taux de subvention sur ce dispositif peut aller jusqu'à 60% sur le coût hors taxe des travaux plafonnés à 500 000 €, étant précisé que la part communale ne souhaiterait être inférieure à 20% du montant du hors taxe du projet. Donc voilà, pour les premiers travaux qui ont été proposés sont l'ensemble de l'hôtel de ville et de l'école du 14 juillet, avec le service enfance-jeunesse. Le coût des travaux envisagés est de l'ordre de 420 051 € hors taxe, auquel il faut rajouter les frais d'études, ce qui fait un total de 500 000 €. Donc il est sollicité 60% auprès du département. Vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 3.9 pour la sécurité publique. Voilà, cette fois c'est une aide du département aux équipements pour la sécurité publique. Donc il est proposé de solliciter l'aide financière pour la mise en place de 2 caméras dans le secteur Ouvière, une fixe devant le parking maternel Ouvière et un multiplicateur à l'angle de la descente devant l'école élémentaire et le complexe sportif, la mise en place d'un multiplicateur devant l'école Arthur Rimbaud, la mise en place de 2 caméras sur la bâtisse Vitalis et l'acquisition de radios et matériels divers pour les CCFF et le pôle RCS. Le taux de subvention sur ce dispositif est de maximum 80% du coût hors taxe et la part communale ne peut être inférieure à 20%. Donc, par rapport au montant, il est demandé 70% au département et 10% au FIPD. Est-ce que vous avez des questions? On a déjà parlé de caméras dans le cadre de surveillance des points d'apport volontaires pour éviter les déchets sauvages. Là, l'objectif de ces caméras-là, c'est quoi? C'est la sécurité de manière générale, c'est de sécuriser toutes les entrées de ville, globalement, et les écoles. Donc devant la maternelle, c'est quoi? C'est pour le stationnement, par exemple? Non, pas du tout. C'est vraiment pour la sécurité des personnes. Absolument. Ou des liens. Et des biens, et aussi voilà, pour voir les véhicules qui passent, qui montent, qui descendent, absolument. Et quel retour, quel retour d'expérience on a de ces caméras? De manière générale, la surveillance. Oui, alors on a déjà parlé. La vidéosurveillance. On a déjà parlé des points d'apport volontaires, ça ne fonctionne pas toujours, les journées cassent, etc. Est-ce qu'on a un retour global sur les années précédentes de ces caméras-là? Alors là, ce sont des caméras qui ne sont pas du tout les mêmes que sur les points d'apport volontaires, puisque c'était les caméras de chasse, qui effectivement sont parfois volées, surtout pas cassées mais volées. Par contre, ces caméras-là sont vraiment mises sur secteur, etc. Elles sont vraiment installées et en hauteur. Et elles sont surtout en direct sur le CSU, le centre de surveillance urbaine, pardon, qui est donc dans les locaux de la police municipale et en direct. Après, les images peuvent être demandées par réquisition judiciaire. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Fuveau n'est pas épargnée, elle n'est pas épargnée de rien du tout d'ailleurs.
et notamment des problèmes sécuritaires. Et donc, il est de notre devoir, en tout cas on le pense, de sécuriser un maximum nos concitoyens. C'est quoi un multiplicateur? Parce qu'en fait, il y a plusieurs angles de vue. C'était ta question. Plusieurs angles de vue. Moi, c'est des. Moi, dans le technique, je choisis des caméras multifocales qui ont plusieurs focales en une caméra. Parce qu'elles ne peuvent pas être pilotées à distance depuis le. Non, pas du tout. Non, sinon il faudrait qu'on ait quelqu'un derrière en permanence. Donc, Est-ce qu'il existe un bilan annuel, parce qu'il y a un bilan annuel de réaliser sur la vidéoprotection, le nombre d'infractions constatées ou d'affaires résolues, etc. Est-ce que c'est produit? bien sûr, pour en avoir connaissance? je veux bien vous donner les chiffres de la vidéoprotection, puisqu'on a le rapport annuel de la police municipale, et dedans il doit y avoir, il y a d'ailleurs, le rapport sur la vidéoprotection. Merci. Oui. Une question? Oui. Technique. À Aix, il y a des panneaux qui disent la vidéosurveillance peut verbaliser. Oui. C'est compliqué à faire. On n'en est pas là encore. D'accord, non, c'était simplement pour savoir. On en est dans la vidéoprotection. Il faut qu'il y ait une personne en permanence, c'est ça, je pense, ou je sais pas. Pas forcément, en fait, même dans la verbalisation, vous pouvez le mettre par exemple sur un feu rouge. Oui, c'est ça, c'est sur les feux rouges. Voilà, c'est ça. D'accord. Non, mais je pensais au stationnement sur une certaine place à Fuveau. Bon. On essaye de résoudre les problèmes. Je reconnais que c'est pas toujours simple. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On va parler donc de ressources humaines avec la création d'emplois permanents au tableau des effectifs, ainsi que certaines suppressions. Donc vous avez le tableau de création de suppression des différents postes. Nous en avons parlé au ROB, mais je suis à votre disposition si vous souhaitez évoquer le sujet. Oui, une question concernant la maison de France Service, effectivement, oui. On l'a évoqué tout à l'heure, oui. Nous sommes tout à fait favorables. Je vais fouiller un peu, alors c'est assez impressionnant le nombre de services qu'on peut y trouver, hein. Je ne vais pas les citer rapidement, mais les allocations familiales, assurance maladie, assurance retraite, la MSA, les finances publiques, France Travail, Point Justice, La Poste, la NTS, et depuis cette année, MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt et le chèque énergie. Voilà, ça veut dire que les personnes qui accueillent le public sur ces maisons doivent être capables de renseigner, de couvrir un premier niveau de service, je dirais, sur l'ensemble de ces domaines. Ce qui nécessite effectivement des compétences toutes particulières, à la fois une connaissance de ces dispositifs, des sites internet de ces différents services qui sont, je suis bien placé pour le savoir, pas toujours facile d'accès, plus des compétences d'accueil du public. Je pense aussi que ça peut être un excellent endroit, je parlais tout à l'heure du repérage de personnes en situation de fragilité, qui ne seraient pas connues des services sociaux. Et je pense que c'est un bon endroit pour repérer des situations difficiles à travers les questions qui peuvent être posées. Mais ça aussi, ça relève de réelles compétences, de savoir repérer et puis d'accompagner jusqu'au service, jusqu'au CCAS qui pourra prendre le relais. Donc, plusieurs questions autour de ce nouveau service. Alors, je vois un poste créé. Est-ce que c'est une seule personne ou est-ce que c'est deux ou plus? Alors, sur le tableau des effectifs, c'est effectivement une personne à temps plein qui est créée et qui va sur Maison France Service. Il faut que vous sachiez aussi que Maison France Service nécessite d'être ouvert, la Maison France Service, l'accueil Maison France Service, 20 heures par semaine.
Donc, et vous avez raison, et nous vous rejoignons tout à fait sur le sujet, quant au fait qu'il faut des compétences, et notamment en termes de détection d'éventuels problèmes sociaux, et c'est la raison pour laquelle cette maison France Service sera également pilotée par la directrice du pôle social aujourd'hui. Voilà, parce que justement, elle réunit ses compétences et elle aura sous sa direction une adjointe administrative qui sera à ses côtés. Et il y a bien évidemment, avant de les lancer et de les laisser piloter une maison France Service, il y a bien évidemment un bon nombre de formations. Alors parfois elles arrivent un petit peu tard, vous êtes bien placé pour savoir aussi, pour connaître les rouages de certaines administrations. Mais en tout cas, elles seront bien évidemment formées et d'ores et déjà, nous les avons envoyées se former et prendre le pouls de la Maison France Service de Tretz qui a eu l'extrême gentillesse d'accueillir nos agents. Donc vous avez répondu à la question de la formation. C'est la préfecture qui organise et qui coordonne la formation des collaborateurs de la Maison France Service. Tout à fait. Ok. Juste question, mais vous l'avez peut-être évoqué la dernière fois, j'étais pas là, je m'en excuse. À quel endroit est-ce qu'elle va se situer? Et puis comment est-ce que vous allez la rendre visible et connue des Feuvelins? Alors elle va se situer au pôle social, qui est actuellement ici, derrière la mairie. C'est une vraie volonté que de la garder dans les locaux de la mairie. Alors la rendre visible, ça va être très facile. On a déjà reçu tous les affiches, flyers, etc. Donc voilà, comptez sur nous aussi pour la faire connaître, et puis pas qu'au Feuvelin, puisque ces maisons France Service ont vocation d'accueillir aussi l'ensemble des administrés du territoire, et quelle que soit leur provenance. Promis, on ne fera pas de tri. Toute dernière question, le financement, est-ce que l'État participe financièrement et Oui, à quelle hauteur? Absolument, il participe à hauteur de 38 000 euros par an, absolument. Voilà, avec plaisir. Si vous n'avez pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Non, je n'ai pas reçu de question orale. Il n'y a pas de question orale. Nous clôturons donc ce conseil municipal et nous vous remercions et vous souhaitons une excellente soirée. Merci.